Chose. Désolée. Je ne sais pas s'il y a tout le monde. Ok, donc on peut reprendre. Je passe la parole aux collègues du centre bipolaire qui vont nous faire une présentation pour la lutte contre l'autostigmatisation. Après, je peux me tromper, stratégie de prévention de la rechute. Et après, la psychothérapie TIPARS. Après, vous aurez l'occasion peut-être de poser quelques questions entre une présentation et l'autre. Et sans tarder, je passe la parole à ma collègue. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Annabelle Bénère, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et en TCC. Et du coup, je vais vous parler de la lutte contre l'autostigmatisation. Du coup, brièvement, je vais vous présenter un petit peu le centre, parce qu'on est trois du coup, à intervenir. Donc, je travaille au centre bipolaire. Et ensuite, du coup, je donnerai la parole à ma collègue Ambre, qui vous parlera plus spécifiquement de la prévention des rechutes, et Laura Stoffel sur la TIPARS. Oui. Du coup, pour vous parler un petit peu du centre bipolaire, donc c'est un hôpital de jour pluridisciplinaire spécialisé dans la prise en charge des troubles neurologiques fonctionnels et des troubles bipolaires. On est dans une approche orientée rétablissement et on propose principalement des activités de groupe, donc des ateliers qui sont transversaux, donc communs aux deux pathologies, comme par exemple la gestion des émotions, la gestion du stress, des ateliers sur les problématiques de sommeil. Et on a des ateliers plus spécifiques pour l'une et l'autre des pathologies, donc par exemple les ateliers de psychoéducation ou les ateliers spécifiques pour la gestion des symptômes. En parallèle, on propose aussi des thérapies individuelles, donc de TCC, de MDR et également la TIPARS que vous présentera du coup Laura. Concernant les ateliers spécifiques pour la prise en charge du trouble bipolaire, on a deux parcours principaux. Un parcours de psychoéducation avec 3 ateliers de différents niveaux. Donc un atelier de psychoéducation niveau 1 qui est plutôt sur l'appropriation diagnostique, donner l'information sur les différents types de troubles bipolaires. Un atelier de psychoéducation niveau 2 qui travaille plus spécifiquement sur les stratégies de prévention de la rechute. Et on propose aussi des ateliers pour les aidants de manière plus ponctuelle en fonction de la demande. Donc, ce sont des ateliers d'une séance de psychoéducation suivie d'un atelier de groupe de parole pour les aidants. Et ensuite, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc on a développé aussi un parcours sur l'autostigmatisation avec 3 ateliers. Un atelier grand déballage, un atelier qui s'appelle autostigmatisation niveau 1 et un atelier de niveau 2 que je développerai un petit peu plus tard. En parallèle, on a aussi des groupes de parole et du coup la thérapie TIPARS en individuel. Du coup, quelques rappels sur la stigmatisation et l'autostigmatisation. Pour une petite définition de la stigmatisation, donc c'est les croyances négatives et fausses sur les caractéristiques des membres d'un certain groupe. Et selon certains auteurs, Thornycroft, il y aurait 3 composantes. À la base des stéréotypes, donc, qui sont des processus normaux, qui ont pour but de généraliser, simplifier l'information et anticiper des comportements. Donc, par exemple, dans le contexte de la psychiatrie, ça pourrait être un stéréotype, les personnes avec un trouble psychiatrique ne sont pas fiables. De ces stéréotypes vont découler des préjudices, qui vont être les réactions émotionnelles négatives qui découlent de ces stéréotypes. Donc, par exemple, de développer de la peur ou de la méfiance envers les personnes avec un trouble psychique. Et de ces préjudices découlent donc de la discrimination, qui vont être les réactions comportementales négatives qui en découlent. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait embaucher une personne avec un trouble psychique, ne pas l'embaucher parce qu'elle a un trouble psychique. La stigmatisation, du coup, elle est encore très représentée et présente dans les médias notamment. Donc là, j'ai mis quelques extraits de journaux ou de magazines et aussi une campagne de sensibilisation du gouvernement qui renforce la stigmatisation et le lien entre la violence et la maladie psychique avec un message, du coup, il faut être malade pour s'en prendre à un professionnel de santé. Et les autres titres des journaux qui sont très stigmatisants, les barjots, les schizos et les autres, ou les fous sont dans la rue, c'était associé à une histoire de meurtre d'une petite fille. Donc la stigmatisation, elle a un impact. Tout d'abord, avant même d'accéder aux soins, il y a une étude anglaise qui a estimé que 58% des personnes avec un trouble mental déclarent avoir évité de chercher de l'aide par crainte de la stigmatisation. Notre étude québécoise qui retrouve à peu près des chiffres à peu près similaires.
Et selon l'OMS, il y aurait 35 à 50% des patients atteints de troubles mentaux sévères qui ne bénéficient d'aucun traitement. Et un des facteurs qui expliquerait ces chiffres-là serait du coup l'impact de la stigmatisation. Ensuite, pour les personnes concernées, les personnes stigmatisées, elles déclarent souffrir plus de la stigmatisation que des symptômes ou de la maladie elle-même. Donc on est un peu dans un processus de double peine, de devoir faire face aux difficultés de la maladie, en plus de lutter contre la stigmatisation. La stigmatisation, c'est un facteur de risque de l'autostigmatisation, comme on le verra, et du coup, ça augmente les risques d'être victime de discrimination. Et pour le trouble bipolaire plus spécifiquement, il y a des études qui ont montré que ça serait une pathologie moins stigmatisée que d'autres troubles, notamment les troubles psychotiques, mais tout de même plus stigmatisée que la dépression. Mais dans la plupart des cas, les études s'accordent sur le fait que c'est une pathologie qui reste largement stigmatisée. Ensuite, on en vient du coup à l'autostigmatisation qui résulte de l'internalisation de la stigmatisation par les personnes concernées. Donc, c'est-à-dire que la stigmatisation, elle n'est plus exercée par les autres, mais du coup par soi-même et envers soi-même. Et donc que les patients vont venir à internaliser les stéréotypes et la stigmatisation pour leur propre cas. Donc il y aurait 4 étapes à ce processus. Tout d'abord, le fait de prendre conscience des stéréotypes. Donc, par exemple, de prendre conscience que la société considère les personnes avec un trouble psychique comme peu fiables ou moins fiables. Le fait ensuite d'y adhérer, donc c'est-à-dire de soi-même se mettre à penser que peut-être les personnes avec un trouble psychique sont peu fiables. Et ensuite, le fait de se l'appliquer à soi-même, donc en tant que personne avec un trouble psychique, de se considérer comme peu fiable car je vis avec un trouble psychique. Et tout cela, bien sûr, ça a des conséquences négatives pour la personne, notamment en termes d'estime de soi, d'auto-efficacité. Et c'est associé à un modèle du white try, où en gros, c'est à quoi bon essayer puisque je vais être victime potentiellement du rejet ou de discrimination. Et du coup, c'est un frein dans l'établissement de projets de vie ou d'accès à l'emploi pour les personnes concernées. Dans le trouble bipolaire plus spécifiquement, l'autostigmatisation, elle est très fréquente, même si elle est un peu moins étudiée que dans d'autres troubles. Donc il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées notamment à la schizophrénie, mais de manière générale, on sait que c'est quand même une problématique qui est assez fréquente, qui reste encore sous-évaluée. Et du coup, il y a des chiffres qui varient d'une étude à l'autre. Il y a une cohorte française, notamment de patients suivis en ambulatoire, qui ont retrouvé du coup 30% des patients avec un trouble bipolaire présentent un niveau élevé d'autostigmatisation. Mais ces chiffres, du coup, varient. Par exemple, il y a une étude tunisienne qui a retrouvé un chiffre de 59% et qui précise que, du coup, il y a un impact culturel aussi de la représentation des troubles en fonction des différentes cultures. Les conséquences de l'autostigmatisation, il va y avoir de la stigmatisation anticipée, c'est-à-dire que les personnes concernées vont éviter des situations à risque de discrimination. Donc typiquement, ne pas oser se rendre, par exemple, à un événement social par crainte de se faire rejeter ou de ne pas oser postuler un emploi par crainte de ne pas y avoir accès du fait de sa maladie psychique. Une autre étude récente a établi un lien avec les idées suicidaires, donc que l'autostigmatisation aggraverait les symptômes dépressifs qui eux-mêmes vont augmenter la solitude et que du coup de cela résulte une augmentation du risque suicidaire. L'autostigmatisation altère le fonctionnement des personnes et du coup va avoir une influence sur les choix de vie et les projets de vie de la personne. Et ça a été également associé à plus de rechutes, des symptômes plus intenses, une augmentation du nombre d'hospitalisations, des retards de traitement et aussi des mauvaises observances des traitements. Il y a également des études qui se sont intéressées aux liens potentiels avec l'anxiété sociale, qui est une comorbidité qui est fréquemment retrouvée dans le trouble bipolaire. Et l'hypothèse serait que cette anxiété sociale découlerait du coup de l'autostigmatisation et que ça expliquerait pourquoi ce serait une comorbidité fréquemment retrouvée dans cette pathologie. Du coup, la suite de la présentation, c'est plutôt de vous proposer que faire face à ces problématiques et de vous présenter du coup des outils pour lutter contre l'autostigmatisation. Premièrement, une première étape, c'est d'évaluer l'autostigmatisation. Donc, l'échelle la plus utilisée dans les études, c'est l'échelle ISMI, qui mesure donc l'internalisation de la stigmatisation. Donc, c'est un auto-questionnaire qui est assez facile à faire passer et qui va permettre d'évaluer aussi, de donner un score de 5 sous-échelles. Un score du niveau d'aliénation, qui correspond à l'expérience subjective des personnes de ne pas se sentir pleinement intégrées dans la société ou d'avoir une identité altérée du fait de la maladie psychique.
Ça évalue également le niveau d'approbation des stéréotypes, c'est-à-dire à quel point la personne accepte les stéréotypes associés à la maladie mentale. Ça permet aussi d'avoir une mesure de la sévérité du retrait social, donc ce serait plutôt une mesure du coup des conséquences de la stigmatisation. Une mesure de la discrimination perçue, donc la façon dont le patient se sent perçu par les autres, et une mesure des capacités de résistance au processus de stigmatisation. Donc c'est l'échelle qui est la plus utilisée dans les études, mais il en existe plein d'autres, notamment sur le site là, du Comité départemental d'éducation pour la santé Alpes-Maritimes. Il y a toute une page qui est plutôt bien faite avec plein d'échelles différentes, dont des échelles qui sont pour évaluer la stigmatisation perçue aussi par les proches, et d'autres différentes échelles, et notamment la LISMI qu'on retrouve. En gros, l'idée, c'est surtout d'être proactif, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les patients n'ont pas toujours conscience de s'auto-stigmatiser, et d'où l'intérêt peut-être de proposer parfois des évaluations qui sont assez simples et faciles d'accès, ou du moins d'interroger s'il y a des pensées autodévalorisantes ou s'ils se sentent victimes de stigmatisation ou d'auto-stigmatisation. Ensuite, il y a différents programmes du coup, qui ont été proposés. Je vous en parlais de 2 programmes spécifiquement, le programme HOP et le programme NECT, qui ont été développés pour lutter contre l'autostigmatisation. Donc, le programme NECT, c'est le programme de renforcement narratif et de thérapie cognitive de l'autostigmatisation. Donc, ce ne sont pas des programmes spécifiques aux troubles bipolaires, mais qui concernent la maladie psychique de manière générale. C'est un programme de 12 séances de 2 heures pour des ateliers environ de 6-8 participants. Et les objectifs sont multiples. Il y a apprendre à reconnaître et à rejeter les stéréotypes négatifs liés à la maladie psychique, d'aider les personnes à modifier leurs croyances dysfonctionnelles et d'aider les personnes à raconter leur histoire par un récit plus positif et non stigmatisant, non auto-jugeant. Et pour cela, ça utilise différents outils, la psychoéducation, la restructuration cognitive et donc le renforcement narratif, qui est le fait de travailler à comment parler de soi de manière plus positive et non stigmatisante. Donc là, je vous ai mis le déroulé des séances du programme. Donc il y a une séance d'introduction et ensuite 2 séances de psychoéducation pour échanger autour des notions de stigmatisation, d'autostigmatisation ou de rétablissement. Il y a 4 séances du coup de restructuration cognitive où l'objectif c'est vraiment de modifier les pensées dévalorisantes et de développer un discours interne plus positif. Et 4 séances de renforcement narratif où les personnes sont invitées à décrire des situations personnelles en décrivant peut-être les difficultés mais aussi les forces des épreuves qu'ils ont pu traverser. Et une séance de conclusion. Donc un exemple d'exercice qu'on peut retrouver dans ce programme, un exemple d'exercice de restructuration cognitive, c'est de prendre une situation, une pensée. Donc par exemple là, ma vie n'a été qu'un échec depuis que je suis malade, rien ne s'est passé comme prévu. De prendre cette pensée et d'essayer de la modifier en adoptant donc 3 points de vue. Le point de vue du scientifique, on adopte vraiment une posture de scientifique en mettant à l'épreuve cette pensée. Donc, quelles sont les preuves qui soutiennent cette croyance? Ou, à l'inverse, quelles sont les preuves qui vont à l'encontre de cette croyance? Donc, par exemple, là, la personne pourrait se dire « Bon, toute ma vie n'a pas été qu'un échec, j'ai réussi certaines choses dans ma vie, telles que telle ou telle action. » Ensuite, il y a le point de vue de l'ami, qui est d'essayer d'adopter une posture extérieure. Qu'est-ce que je dirais à un ami qui pense la même chose de moi? Ou qu'est-ce qu'un ami me dirait si je lui parlais de cette croyance? L'idée, c'est vraiment de se détacher de ses propres pensées pour accéder à des pensées plus aidantes. Donc, par exemple, je fais du mieux ce que je peux, malgré les difficultés, je me bats et je me relève. Et enfin, la troisième posture, c'est la zone de non-jugement, qui va être de travailler à reformuler les mots de manière moins jugeante et plus objective. Donc, par exemple, plutôt que de parler d'échec, peut-être utiliser les termes d'épreuves difficiles ou du fait que certaines choses ne se sont pas passées telles que je l'espérais et que peut-être c'est le cas pour la plupart des gens, finalement, de vivre des échecs parfois dans leur vie. Donc ça, c'était pour le programme NECT. Et ensuite, un second programme, c'est le programme HOP, pour honnête, ouvert et prêt. Et le slogan, c'est parce que la maladie psychique n'est pas une honte. Donc pareil, c'est un programme qui n'est pas spécifique aux troubles bipolaires, qui est un peu plus court, avec 3 sessions et une session de rappel. Et les objectifs, c'est plus axé sur l'aide au dévoilement de soi et d'accompagner les personnes à éventuellement dévoiler leur maladie psychique ou en tout cas parler d'eux et de leur quotidien en tant que personne avec un trouble bipolaire ou une autre pathologie psychiatrique.
L'idée, c'est de parler de soi de manière positive, encore une fois, et non auto-stigmatisante. Et on retrouve des outils de psychoéducation et différents exercices pour aider au dévoilement de soi. L'idée, c'est d'apporter une réflexion sur comment se dévoiler, quand le faire et à qui le faire. Donc là, un exemple, d'abord les séances, et ensuite je vous présenterai un exemple d'exercice. Donc il y a une séance pour déjà juste apporter une réflexion sur quels pourraient être les avantages et inconvénients au dévoilement de soi. Une séance sur les différentes manières de se dévoiler, et enfin une séance sur comment raconter son histoire. Et ensuite, il y a une session de rappel à distance pour des retours d'expérience si éventuellement les personnes ont fait l'expérience de se dévoiler. Donc là, par exemple, dans les séances, on aborde les avantages et inconvénients du dévoilement. L'idée, l'objectif n'est pas forcément de convaincre qu'il est nécessaire de se dévoiler. C'est aux personnes de faire leur propre réflexion, mais on aide justement à avoir cette réflexion en identifiant quels pourraient être les avantages, par exemple, d'obtenir du soutien social de la part des autres, peut-être d'inciter d'autres personnes à se dévoiler ou de participer à la réduction de la stigmatisation en parlant de sa santé mentale. Mais éventuellement, que cela peut représenter aussi un risque et des inconvénients, donc potentiellement d'être victime de discrimination ou de stigmatisation, ou diminuer la spontanéité de ses proches, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ça et de prendre en compte que les coûts et bénéfices vont varier aussi selon les délais, à court terme et à long terme, le contexte dans lequel on se dévoile, ou également les arguments ou la personne auprès de qui on se dévoile. Un autre exercice qu'on trouve intéressant, qui est proposé dans le programme, c'est de tester une personne en vue d'un dévoilement. Donc on propose aux personnes de choisir un film ou une série ou un livre qui parle de la santé mentale et d'aller un peu tester quelqu'un de leur entourage en leur demandant par exemple ce qu'ils ont pensé de telle ou telle représentation des troubles, ce qu'ils ont pensé de la personne, de la maladie qui est évoquée. Et l'idée, c'est de pouvoir un petit peu tester pour repérer éventuellement les signes qui indiqueraient que la personne est une bonne personne auprès de qui se dévoiler, ou à l'inverse, de faire le choix de finalement pas se dévoiler ou de pas tout dévoiler de sa maladie psychique. Donc notre expérience sur le centre, déjà ce qui était assez agréable, c'est que les programmes sont assez accessibles, donc vous pouvez les retrouver en ligne pour le programme NECT et le programme HOP. Mais du coup, nous, on a dû adapter ces programmes pour répondre aux spécificités de notre prise en charge. C'est-à-dire que les séances, par exemple, du programme NECT, c'est 12 séances, sauf que nous, nos ateliers font tous 6 semaines et démarrent tous en même temps. Et c'est des ateliers d'1h30. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé un parcours de lutte contre l'autostigmatisation avec donc 3 ateliers que je vais vous présenter un peu plus en détail. Le premier atelier, c'est un atelier qui s'appelle Grand Déballage, qui est plutôt sous format groupe de parole, avec quand même 1 ou 2 séances de psychoéducation sur l'autostigmatisation et la stigmatisation. Et ensuite, donc ça s'appelle Grand Déballage parce que l'idée, c'est vraiment de déballer des situations de vécu, de stigmatisation ou d'autostigmatisation à partir d'un domaine de vie. Donc les personnes, elles piochent un domaine au hasard, que ce soit vie affective, vie professionnelle, parentalité, etc. Et elles partagent des situations de vécu, soit de stigmatisation ou d'autostigmatisation. Et le groupe va réfléchir ensemble à comment éventuellement débloquer ces situations si elles étaient amenées à se reproduire, ou comment est-ce qu'on aurait pu agir autrement éventuellement à l'aide d'outils TCC pour faire face aux situations, et notamment les outils de restructuration cognitive qu'on retrouve dans le programme NECT. On utilise aussi d'autres outils, par exemple des techniques d'affirmation de soi, de gestion des émotions ou d'identification des ressources. Ensuite, ça c'est un peu le début du parcours, et ensuite les personnes, si elles sont intéressées, peuvent poursuivre sur un atelier d'autostigmatisation de niveau 1 qui utilise encore une fois les outils du programme NECT avec des petits rappels de psychoéducation encore une fois. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier et de travailler sur les pensées autostigmatisantes en essayant de les modifier à l'aide d'outils de restructuration cognitive. Et ensuite, on a associé aussi quelques séances pour amener les personnes à s'exposer progressivement aux situations redoutées. L'objectif, c'est vraiment de développer des comportements alternatifs pour lutter contre l'évitement en lien avec l'autostigmatisation. Et une séance pour aider à formuler et à réaliser des objectifs de vie pour qu'ils puissent identifier des ressources pour mener à bien des projets. Donc ça, c'est un atelier de 6 semaines. Grand Déballage aussi, c'est un atelier de 6 semaines. Et autostigmatisation niveau 2, encore une fois, on réutilise les outils NECT. Et cette fois-ci, on a intégré du coup les séances du programme HOP. Donc c'est encore une fois un atelier de 6 semaines.
Et on a également ajouté aussi des entraînements sur des situations de vie quotidienne, des situations auxquelles les personnes pourraient être confrontées. Donc par exemple, qu'est-ce que je réponds si éventuellement on me demande pourquoi est-ce que je prends un traitement, en fonction de si j'ai envie de me dévoiler ou pas, ou à quel niveau j'ai envie de me dévoiler. Comment répondre si quelqu'un demande pourquoi est-ce que vous voyez régulièrement un médecin, un psychologue ou un psychiatre. Comment expliquer un trou dans son CV si éventuellement il y a eu une hospitalisation ou qu'on n'a pas pu travailler durant une certaine durée. Que faites-vous de vos journées? Il y a des personnes qui disent quand je viens au centre, je ne sais pas trop quoi répondre sur qu'est-ce que je fais de mes journées et si je n'ai pas envie de parler du fait d'aller dans un hôpital de jour. Et donc on s'entraîne un peu sous forme de jeu de rôle et d'échange entre les participants. Et on utilise aussi des outils d'affirmation de soi pour éventuellement se préparer aux réactions des autres. Si jamais ils ont fait l'expérience de se dévoiler et qu'il y aurait eu des expériences ou des réactions négatives de la part des autres, comment éventuellement pouvoir répondre ou pouvoir réagir face à ces situations. Du coup, c'est pour un petit retour d'expérience. On trouve que c'est des programmes facilement accessibles et faciles à mettre en place, avec plein d'exercices qui sont assez progressifs. Qu'éventuellement, nous, c'est ce qu'on a fait, du coup, le fait d'adapter les ateliers, on trouve que ça a été plutôt possible et au moins on a pu proposer ces programmes qu'on trouve particulièrement intéressants. C'est des ateliers qui sont globalement plutôt appréciés des patients, notamment le fait d'évoquer des situations personnelles ou des situations concrètes sous forme de jeu de rôle. On remarque aussi l'importance du groupe et des échanges entre pairs qui est très aidante. Et on s'est rendu compte aussi que l'autostigmatisation n'était pas toujours perçue en début d'atelier, que les personnes n'avaient pas forcément conscience de s'autostigmatiser et que finalement, à travers les échanges, elles prennent peut-être conscience que parfois elles s'autostigmatisent ou identifient des situations nouvelles à débloquer. Ensuite, j'avais demandé rapidement à quelques patients, donc il n'y a qu'une quinzaine de patients qui ont pu répondre. J'aurais posé la question de, au-delà des programmes spécifiques, qu'est-ce qui éventuellement a été aidant aussi pour lutter contre l'autostigmatisation. J'avais proposé plusieurs réponses et ils devaient noter si de 0, pas du tout aidant, à 5, très aidant. Et les 3 propositions qui revenaient le plus, c'était tout d'abord de rencontrer et échanger avec d'autres personnes avec un trouble bipolaire. Donc tout ça pour souligner l'importance du groupe et des échanges entre pairs qui finalement revient en réponse prioritaire sur ce qui a été le plus aidant pour lutter contre l'autostigmatisation. Le fait également de participer à des ateliers de psychoéducation, donc ce qui conforte aussi dans le fait que informer les personnes, ça va aider à lutter contre les croyances et que les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic peuvent aussi avoir des stéréotypes sur la maladie mentale, sur la psychiatrie ou sur le trouble bipolaire et que du coup les ateliers de psychoéducation participent déjà en eux-mêmes à lutter contre l'autostigmatisation. Et enfin, la 3e proposition, c'était de participer à des groupes de parole. Donc, pareil, le fait d'avoir du soutien entre pairs et éventuellement des partages autour des notions de rétablissement ou d'être confronté à des modèles de rétablissement peuvent aider aussi sur le fait de se sentir moins stigmatisé. Et parmi les autres réponses libres, pareil, ça vient un peu conforter ce qu'on a vu au début sur la représentation de la psychiatrie dans les médias ou dans la société. Il y a une personne qui disait que ce qui est aidant, c'est parfois d'avoir des films qui expliquent le trouble, mais sans tomber dans l'excès, ce qui est malheureusement un petit peu rare. Et une autre personne qui a dit aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux, les films, séries, etc., ont justement un grand rôle dans la stigmatisation, notamment chez les plus jeunes. Et que même si certains abordent le sujet de façon très réaliste, c'est encore une minorité, et que ça contribue donc grandement à la stigmatisation des troubles psychiques dans leur intégralité. Hop, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions déjà pour cette partie ? J'avais juste merci beaucoup pour la présentation. J'avais juste une question. En tant qu'infirmier, j'ai pu travailler avec des pères aidants en service de psychiatrie adulte, et je souhaitais savoir si il y en avait du coup au centre bipolaire et s'il y avait eu des choses pour mesurer un peu l'impact qu'il y a pu avoir de l'intégration entre guillemets de la père aidance au sein des services de psychiatrie. Merci.
On n'en a pas actuellement, mais c'est un projet du coup en effet d'intégrer des pairs aidants, parce que on sait que notamment dans les groupes de parole ou dans les ateliers comme ceci, ça peut aider à partager le vécu sur comment ils ont lutté contre l'autostigmatisation. Donc c'est un projet, mais pas actuellement en cours. Mais on a eu par le passé des expériences avec des pairs aidants qui ont été plutôt positives. Oui. Est-ce que vous avez une différence d'accompagnement entre les bipolarités type 1, type 2 ou cyclotymique ? Non, dans les groupes, c'est vraiment, on aborde le trouble bipolaire dans l'intégralité, et après dans la psychoéducation, on explique les différents types de troubles bipolaires. Mais après, dans les ateliers, c'est pas différencié spécifiquement en fonction des différents types de troubles bipolaires. Je me demandais comment on pouvait faire intégrer nos patients dans les groupes. Parce que du coup, est-ce que c'est que les gens qui sont hospitalisés en ce moment sur le centre expert, ou c'est vraiment ouvert à tout le monde? Comment il faut juste remplir un formulaire? Nous, du coup, ça passe par une admission sur le centre bipolaire spécifiquement. C'est indépendant du centre expert. Et du coup, après, on a une prise en charge limitée à 1 an. Mais il y a une liste d'attente, mais du coup, il faut demander une admission au centre bipolaire. Il faut que les personnes aient déjà reçu le diagnostic et ensuite peuvent participer aux ateliers sur le centre. Bonjour, je vous remercie de cette intervention qui est effectivement importante, de la stigmatisation. 3 remarques. Ça me fait écho un peu à la PNL en partie, sur la communication et le fait effectivement de pouvoir se dévoiler. Je trouve que c'est un terme fort, c'est-à-dire qu'il faudrait lever un voile et est-ce que la société est prête? Et une suggestion, peut-être qu'en programme version 4, à un moment donné, il faudrait tester, si je puis dire, finalement tout ce que les patients ont pu découvrir et apprendre face à des membres de la société qui ne sont pas atteints par des troubles quelconques et voir ce qu'il en est. Parce que, quelque part, en conclusion rapide, ça fait beaucoup porter la responsabilité aux individus, aux patients, et la dimension justement sociétale, elle manque un peu. Merci. Merci. On avait dans l'exercice là justement de tester une personne en vue d'un dévoilement. On avait des participants justement qui étaient allés à l'encontre des personnes dans la rue pour leur demander directement leur représentation de la maladie psychique. Et c'était assez intéressant parce qu'elles s'attendaient justement à ce qu'il y ait des a priori négatifs. Et finalement, elles sont tombées sur des personnes, je crois, qui connaissaient elles-mêmes d'autres personnes avec un trouble bipolaire. Et du coup, des fois, c'est intéressant aussi de prendre en compte le fait que parfois, on va s'attendre à des réactions négatives de la part des autres, là où finalement, parfois, ils obtiennent du soutien, voire même que ça libère un petit peu plus la parole, en effet, sur le fait de parler de santé mentale, tout ça. Mais en effet, je suis d'accord sur le fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et puis de choses encore à travailler. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très enrichissant et je me dis que ces outils peuvent être utilisés en fait de manière totalement transdiagnostique et je pense que je vais m'en saisir avec notre équipe. Merci de cette présentation. Ma question portait sur lorsque la personne qui a bénéficié de ce programme n'est pas encore en capacité de se rendre compte que son autostigmatisation a baissé, parce que probablement qu'elles ont acquis des savoirs et développer des représentations qui ont changé grâce à votre programme, mais que sa perception de cette nouvelle capacité n'est pas encore tout à fait acquise, parce que, comme le disait le monsieur, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'expérientiel à traverser pour que ça s'incarne. Comment vous les accompagnez après le groupe dans l'application ou dans le reflet du fait que ça a changé et que ça va mieux, quand la perception n'est pas tout de suite là? Est-ce que vous leur refaites passer les échelles, vous les relisez ensemble? Est-ce qu'il y a un peu d'individuel qui s'attache? Comment vous faites? Éventuellement, ils peuvent être suivis en individuel, mais des fois, ce qu'on propose, ce qu'on rappelle aussi en début des ateliers, c'est qu'éventuellement, de refaire les ateliers à distance. Parfois, ça aide en fonction, quand ils sont en tout début de parcours, puis ensuite de faire l'expérience des différents ateliers où, du coup, ils sont amenés à rencontrer d'autres personnes qui sont peut-être à différents stades de rétablissement. Et des fois, de le refaire à distance ou de manière plus éloignée, ça aide un petit peu. Et après, sinon, il faudrait peut-être qu'on fasse passer en systématique les échelles avant-après pour un petit peu
se rendre compte. Ou des fois, il y en a, d'où l'intérêt des groupes de parole, c'est que le contenu va sans cesse changer en fonction des participants. C'est plus facile, ça peut-être, de participer un peu tout au long de leur cycle, si jamais ils le souhaitent. Mais du coup, ce qu'on propose généralement, c'est de participer ou de reparticiper à distance, parce que le contenu ne sera jamais le même en fonction des participants, quoi, globalement. Ah oui, aussi les ateliers d'autostigmatisation pour répondre à la question que ça peut être sur plusieurs diagnostics. On l'a proposé aussi pour les troubles neurologiques fonctionnels, pour aussi travailler l'autostigmatisation qui est aussi présente en effet dans différentes pathologies. Merci. Merci. On continue si vous voulez.